Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors pourquoi marche-t-on sur la tête? Bon, on va avoir le plaisir d'en parler avec Claude Ménara, notre agriculteur tout droit venu du Sud-Ouest, du Lot-et-Garonne. Précisément. Et puis Stéphane Boutarin, venu du de la Drôme. Et producteur de... Producteur d'ail. Voilà. Et puis aussi, on va s'intéresser au fromage, au bon fromage, au tome des Bauges avec... Célia. Voilà, merci beaucoup Célia. Je rappelle que vous êtes technicienne au syndicat de la tome des Bauges. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, on va attaquer, on va directement. Pourquoi on marche sur la tête? Alors, je crois qu'on marche sur la tête. Pour ça, il faudrait refaire une petite histoire. On va parler de la sortie de guerre. Sortie de guerre en 40, 45, il fallait avoir une idée, ne plus avoir faim. Est arrivé à ce moment-là l'industrie, une industrie galopante poussée par l'énergie. On avait accès à du pétrole, on avait de la motorisation et petit à petit est arrivé un renforcement électrique. Et sous un modèle européen, on est arrivé à avoir une course agroalimentaire, donc des transports, de l'import-export. On est arrivé à pousser une mondialisation à outrance qui s'est mis en place et tout le monde à ce moment-là en voulait prendre sa part. On a tous voulu en prendre un petit peu, mine de rien. Et petit à petit, dans les dizaines d'années qui passent, au fur et à mesure, on s'est mis à manger un peu moins, on mangeait plus vite, on a mangé plus ou moins bien équilibré. Le repas de base sur la grande table de la ferme, elle s'est réduite au fur et à mesure. Dans les horaires, on a mangé plus de pâtes. La mécanisation a allégé la souffrance de l'agriculteur dans son travail. C'est un style de vie qui faisait moins rêver les jeunes qui arrivaient. Pas de vacances, beaucoup d'heures, un salaire plutôt faible, déjà à l'époque, mine de rien. Et petit à petit, on est arrivé à rogner tout ça. Ce bilan, 75 ans après... j'avais mes petites notes quand même. Jean-Marc Jancovici l'a marqué en disant « Les politiques actuelles ne sont pas capables de dire aux consommateurs, droit dans les yeux, votre alimentation coûte 10 fois moins cher qu'il y a un siècle et c'est comme ça que vous payez votre Coca, votre abonnement Netflix et votre smartphone. » Et je trouve que ça correspond réellement à ce qui se passe là en ce moment. On a perdu pied, on a perdu beaucoup de réalité. Ouais, donc tu veux dire on a baissé le coût de l'aliment, de l'alimentaire, et puis ils achètent plutôt, les consommateurs, des téléphones, ils partent, ils prennent le train, ils font les bénéfices records de la SNCF, même s'il y a des dettes records aussi par ailleurs à la SNCF, et l'argent est parti de l'alimentation vers d'autres secteurs. Exactement. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour remarcher bien ? Eh bien, il faut qu'on soit d'accord. Il faut déjà qu'on soit d'accord. Parce que nous, agriculteurs, on est prêts au changement. Il n'y a pas de souci. On l'a toujours démontré. Quand il a fallu faire une résilience sur quelque chose, on l'a fait. On nous a demandé à produire différemment, plus vert ou au contraire plus poussé. On l'a fait. Par contre, aujourd'hui, on est sur un carrefour où on voudrait savoir qu'est-ce qu'on nous demande exactement. Parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut produire plus. D'un autre côté, on nous dit... il faut produire surtout beaucoup plus propre, mais à un moment donné, on vous le dit, on ne peut pas, ça on ne peut pas. Dites-nous ce que vous voulez, donnez-nous une stratégie, mais pas à 5 ans, pas à 2 ans, pas en fonction d'un vote prochain qui va arriver. On veut une stratégie à 30 ans, à 35 ans, pour arriver à avoir une vraie ligne directrice et savoir où est-ce qu'on doit aller. Et que le consommateur la valide, pas seulement des politiques. On veut que le consommateur ait validé ces choses-là. Oui, mais Stéphane... compte pas sur les politiques, ils vont pas te le dire. Mais c'est pour ça que je veux que ce soit le consommateur qui me guide. Parce qu'ils ont des élections au mois de juin, là, et puis ils vont pas se fâcher avec la moitié de leur électorat. Donc ils vont te dire un truc à peu près. Regarde les politiques dans le cadre du salon. On a l'impression qu'ils sont d'accord avec les agriculteurs, que tout va bien. Sauf qu'il y a le ventre mou de l'administration qui va faire que ça va pas descendre au niveau du terrain. Et puis tu n'auras jamais un message clair. Eh bien, peut-être que c'est au consommateur à le poser, ce message clair. Et c'est qui est aussi un électeur. Mais c'est ce qu'il fait avec ton ail. Quand il t'achète l'ail noir, il achète un produit de qualité. Exactement. Mais le problème, c'est que quand il va à l'EHPAD, à l'hôpital, à la cantine, il n'a pas le même produit. Non, il n'a pas le même produit parce qu'il n'y a pas accès. Mais à la fois, c'est donc bien le consommateur dans son acte d'achat qui va décliner, qui va faire tirer le marché. C'est lui, aujourd'hui, celui qui dirige le monde, c'est vraiment le consommateur. On le dirige d'un côté ou de l'autre. On lui a promis que le coca était un acte de tranquillité, d'être rassuré dans sa consommation. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai.
On le voit, on nous dit on est trop gros, on est trop gras, on mange trop de sucre. Bon, bah, à un moment donné, il faut que ça change aussi peut-être là-dessus. Claude, Oui. t'es pas trop gros, toi. Non, justement, j'étais en train de regarder ma ligne. Bon, c'est vrai qu'on mange bien au salon de Parce que l'agriculture. tu bois pas du coca, toi. Non, je bois pas de coca. voilà. Alors, T'inquiète pas, il boit autre chose. Je bois du vin de busée, je mange des tomates de marmande, assaisonnées avec de l'huile de noisette. Et il finit par des pruneaux. Et je finis par des pruneaux. Voilà. Non, oui, sérieux. Non, mais sérieux, non, très très sérieux. Là, je suis vraiment très très sérieux, Jean-Paul. Oui, donc on marche sur la tête. Mais évidemment qu'on marche sur la tête. C'est quand même incroyable. On nous met des pots de banane au quotidien et dans le même temps, on nous parle d'indépendance alimentaire. Mais il faut être taré. Le pacte vert, ok. Mais nous, en France, c'est plus blanc que blanc. Les normes, les ceci, les cela, le stockage de l'eau, des satellites qui nous contrôlent au quotidien. Mais c'est quoi ce bordel dans ce pays? On sait faire. Ce n'est pas... On a. Je ne vais pas parler de... Attends, laisse-moi parler. Oui. On ne peut pas parler de révolution, comment dirais-je, d'évolution. Moi, je parle de révolution au niveau de l'agriculture. Quelle est l'activité qui s'est remis le plus en cause? C'est l'agriculture. Ouais, mais là, tu fais un constat, mais, ça change quoi, ce que tu dis? Alors, le constat, mais ce constat, on le porte haut et fort auprès de nos élus. Tout simplement. Alors, il y en a qui... Alors, après, tu as les élus hors sol. Alors, avec ceux-là, c'est peine perdue. Moi, je ne vais pas aller discuter avec les filles, avec Benoît Biteau ou Yannick Jadot, ou avec Manon Gobry, que j'ai vu tout à l'heure. Bon, tu perds ton temps. Sauf que il faut faire de la communication, il faut faire de la pédagogie, expliquer le pourquoi du comment, que cette agriculture française est une des plus vertueuses au monde, sinon la plus vertueuse au monde. Et là, il faut se battre pour des produits de qualité comme ton ail, mon cher ami. Oui. Et secouer les administrations. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre département de Lot-et-Garonne. On est peut-être dur à cuire, mais il y a des choses qui avancent. J'entends bien, mais l'éducation, elle est primordiale. Mais aujourd'hui, l'éducation de nos enfants, ils la voient à l'école avec des professeurs qui prennent en exemple une agriculture américaine ou brésilienne. C'est des photos, c'est des vidéos, c'est des exemples d'utilisation de l'eau, alors qu'on est sur une agriculture française. Nos exploitations font 1000 fois moins d'hectares, avec un nombre de têtes dans l'élevage qui est divisé par 1000 aussi. Enfin, c'est pas cohérent. Demain, moi, je veux bien que ces profs-là donnent une idée de l'alimentation qu'il faut pour demain, de la consommation, mais les dés sont pipés au départ. Ces profs-là ne sont déjà pas en cohérence avec ce qui existe et avec ce qui est demandé. Donc comment on fait? Qui va pousser l'éducation pour demain, pour nos jeunes, pour une bonne alimentation? Mais il y a aussi... Parce que il n'y a pas longtemps, il y a le président qui s'est fait tacler parce qu'il expliquait que quand le niveau social descend, l'alimentation est moins bonne. Mais je pense sincèrement que c'est vrai. La consommation variée telle qu'elle est demandée dans notre régime et le temps de cuisine, le temps d'arriver à partager un repas, au plus on descend, au plus c'est compliqué, au plus on va vivre, au plus on est compliqué socialement, financièrement, au plus c'est difficile. Plus on achète des produits transformés qui sont loin d'être bons pour la santé. Et environnementalement parlant aussi. Oui, mais il y a aussi un problème d'information. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au niveau de l'étiquetage dans les supermarchés, par exemple, on a plein de produits qui viennent d'Europe. On a aussi des produits qui ont des pesticides que nous, on n'a pas le droit d'utiliser en France. Là, moi, je vais parler plutôt de mon côté technicienne fromagère sur le lait cru. Les médecins disent que le lait cru, c'est mauvais, que c'est pas conseillé pour les personnes, par exemple, enceintes ou pour les les femmes enfants, enceintes, mais pour etc. les autres, il n'y a pas de mais problème. même pour les personnes immunodéprimées. Alors que le lait cru a plein de bienfaits, ça a été prouvé. Mais il y a tellement de gens qui sortent des livres et qui ressortent des livres et qui ressortent d'autres livres que du coup, je pense que le consommateur, dans tout ça, il est perdu. Il ne sait plus d'où viennent les produits, la matière première, etc. Et ça, c'est un gros problème en fait dans l'agriculture. Claude. Oui, pour répondre à Célia, oui, donc les pesticides, moi j'appelle ça la médicamentation des plantes. Mais attends, tous les progrès qu'on a pu faire. Non, mais Claude, mais non. Ça c'est le passé. Non. Il faut que tu me dises comment on va changer la situation là maintenant. Et ben les là politiques aujourd'hui, se foutent de vous. Là aujourd'hui, si on veut un changement, un vrai,
On va couper, on peut mettre un frein à la mondialisation et on pourrait déjà travailler ne serait-ce qu'en Europe. On a créé une Europe, c'est pas pour rien. Stéphane, cette Là, semaine, maintenant. en plein salon de l'agriculture, il y a eu un accord qui a été signé avec le Chili, là, hier ou Oui, mais c'est avant-hier. pas moi qui l'ai signé. Non, mais je sais que c'est pas toi. Mais ça marche pas. Ils le font. Moi, ce que je veux dire, Jean-Paul, bon, aujourd'hui, la génétique, mais la génétique a fait des progrès énormes. Les 4 piliers de demain, d'aujourd'hui et de demain, c'est l'eau, c'est la génétique, c'est le numérique, c'est la robotique et la génétique. Avoir des plantes résilientes pour produire plus avec moins. Putain, mais c'est là qu'il faut aller. Et à Bruxelles, nous à la FBV, on fait un travail de dingue. On s'est associé avec le WHH allemand et on fait du lobbying au niveau bruxellois. Et ça avance. Mais non, ça avance pas. Mais non, ça avance pas. Mais si, ça va. Ça peut avancer, mais il faut que ce soit de biais avec beaucoup d'autres choses. Actuellement, on a une vision qui évolue sur le fonctionnement du sol. C'était une émission juste avant. Retravailler les sols différemment. Je suis complètement d'accord avec ça. Des couverts végétaux, on peut arriver à reprendre un fonctionnement véritable du sol. On peut remettre une humidité. L'évapotranspiration, elle reste sur le sol. Donc au plus on a des couverts, au plus on aura une humidité, un environnement sain à ce niveau-là. Et vraiment, ça a du sens. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a besoin d'avoir une amélioration génétique pour arriver à ce que demain, les cultures que l'on a dans nos localités puissent y rester. Mais pour ça, il faut avoir une avancée. En effet, c'est vrai. Mais par contre, et on a des SICO, et ça tu le connais, et on a des cahiers des charges qui bloquent, qui ne peuvent pas faire une évolution rapidement. Comment on fait vis-à-vis de ça ? Moi, je suis producteur d'ail IGP de la Drôme. Demain, mon cahier des charges, il travaille avec une certaine variété. Si demain, cette variété-là, parce que les changements climatiques, parce que la trop haute température fait qu'on déglingue cette variété-là, comment on fait pour arriver à garder une SICO demain ? Et concrètement, il faut 10 ans pour changer un cahier des charges, c'est ça? Au minimum, oui. Minimum 10 ans. Or, on a vu l'accélération du changement climatique. En Elle va 3 ans, beaucoup plus vite que voilà, ça. beaucoup plus vite que prévu. C'est Mais pour il y a- ça qu'il faut être visionnaire, Ben oui. tout simplement. Mais on ne peut pas l'être sur tout. Et il y a quand même des modifications sur les cahiers des charges. Nous, c'était plutôt sur l'alimentation des bêtes quand on a eu les problèmes de sécheresse. Donc ça reste que nous, en tant que syndicat, on arrive quand même à modifier, on arrive à créer des réunions et en parler entre nous. Donc, Mais vous arrivez à faire évoluer le cahier des charges pour qu'il corresponde à l'évolution climatique, par exemple? on est en travail dessus, oui, c'est en cours. On fait énormément de réunions là-dessus pour justement faire évoluer aussi la filière. Parce que c'est important en fait. Les agriculteurs, ils s'adaptent déjà énormément aux normes, plus que les industriels malheureusement. Alors nous, on essaye aussi de s'adapter à nos agriculteurs. Moi, je crois que la solution est peut-être là. Allez, on va parler du tome des Bauges. Bon, déjà, expliquez un peu quelques chiffres clés sur la tome des Bauges. Alors la tome des Bauges, c'est une petite appellation en Savoie qui est située dans le massif des Bauges entre Chambéry, Annecy et Albertville. Il y a pire. Il y a pire comme endroit pour travailler, oui. Et donc la tome des Bauges, c'est une pâte pressée non cuite. On en fait 800 tonnes par an. Donc c'est quand même une assez petite production du fait que la zone géographique est aussi limitée. Et de toute façon, c'est pas notre but parce que nous, on est vraiment un fromage local. On travaille vraiment très localement, surtout pour les touristes qui viennent visiter le massif. Avec des fruitières, vous avez conservé la main sur l'outil de transformation? Oui, on a 10 producteurs fermiers déjà et 5 fruitières. Et oui, on est vraiment artisanal. On garde le savoir-faire ancestral. Et on a plein d'obligations qui nous fait éviter de toucher trop à notre produit pour justement avoir un produit de qualité. Bon, et les éleveurs, ils sont heureux ou pas? Ils sont bien payés ou pas? C'est combien les millilitres? Ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais si, ils voilà, sont, c'est quoi, 700? ils sont plutôt rémunérés. 700 C'est- euros les millilitres? C'est plus proche, oui. Plus proche. On n'est pas à 400 euros comme en Bretagne. Donc ça veut dire que si Oui. on maintient l'outil de production dans les mains des éleveurs, bon, on arrive à être payé décemment. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même une filière qui est en danger au niveau du lait cru. Et nos appellations, elles sont, même si elles sont protégées, et c'est ce qui nous aide aussi. On a les stations de ski, mais ça reste quand même un travail au quotidien. Parce qu'il ne faut pas qu'elles disparaissent. Et qu'en fait, nous, on est en mono-élevage. C'est-à-dire que nos producteurs, ils font que du lait. Soit producteur de lait, soit fabrication. Et sans ça, on n'a plus rien. On a
Non, mais dans la Drôme, c'est pareil. Hein. C'est beaucoup pareil. Alors, on a une puriculture, mais moi, sur l'exploitation, je vis pratiquement que de l'ail. Si j'ai pas ça, c'est rincé aussi. Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que toi, dans ta région, la quantité de lait produite, elle est, à mon avis, moins importante qu'en Bretagne, parce que l'alimentation avec de l'herbe sèche d'été, même si les fourrages, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vos bêtes, elles ne tirent pas autant de litrage de lait qu'en Bretagne. Donc du coup, le coût rendu derrière, la variation s'abaisse un peu quand même. Ah ouais, c'est sûr. Ça reste quand même positif parce que nous, on a des races montagnardes et locales, qui fait qu'on produit quand même un lait adaptées, de qualité. ouais. Et c'est ça qui fait que notre rémunération, elle est pas forcément suffisante aujourd'hui, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, elle est bien mieux que les autres régions. Et nous, les agriculteurs de Savoie et de Savoie, ils soutiennent aussi les autres régions. C'est pour ça qu'on a manifesté. Oui, non, je ne doute pas que vous soyez solidaires, etc. Mais vous avez quand même su créer une filière, une valorisation du produit qui fait que les éleveurs sont heureux aujourd'hui. Oui, plutôt. À part sur quelques la crainte, points. Voilà, la crainte Il y a aussi de le fait l'administration. de reprendre des fermes. Nos Ouais. jeunes, les jeunes, ils ont peur, ils ça peuvent coûte cher. pas en fait. Déjà, il y a une complexité administrative qui fait qu'en fait, même pour reprendre une ferme familiale, il faut remplir des papiers, il faut payer pour travailler. Donc ça reste vraiment compliqué pour les jeunes. Ouais, tout à fait. Oui, Claude, Célia, c'est génial ce que tu fais dans ta région. Bon, nous, comment dirais-je, dans mon département, bon, chaque région a ses spécificités. Nous, dans notre département, bon, on a le prune d'Agen, on a la tomate marmande, IGP tomate marmande depuis 2023. On a la noisette de Cancon, pardon. Mais c'est vrai que comment dirais-je, ces appellations, c'est un aimant pour installer les jeunes. De l'eau et des produits de qualité. Alors après, à nous de les faire connaître. Mais comme ces fromages sur ce plateau, ça c'est génial. parle bien près. Qui vit bien dans ton département? Quel style de production rémunère son paysan? Alors, on a la chance, le Lot-et-Garonne, d'avoir eu un politique qui nous a dit, bon, il faut stocker de l'eau. C'était en 1977. Le Lot-et-Garonne est pionnier au niveau stockage de l'eau. Quand il y a de l'eau, tout est permis. Tout est permis. On a 2 unités de transformation, maïs doux, petits pois, haricots verts, flageolets, tomates, 2 usines, 3 multinationales pour la graine, la production de graines de betterave sucrière, Van der Rave, Syngenta, KWS. Ça fait la force d'un département. S'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas d'agroalimentaire, on est cuit. Chez nous. Mais l'eau, c'est déterminant. Alors nous, les trois, ce qu'on dit, il nous faut une agriculture économiquement viable, socialement responsable et écologiquement respectueuse. Et quand on a ça, on peut discuter. Oui, c'est totalement vrai. Alors, par contre, je mets un peu plus de bémol. Chez moi, je suis dans la Drôme. J'ai une rivière qui est la dernière, a priori, rivière sauvage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout y travailler dessus. Et l'été, maintenant, elle sèche. Il y a moins d'eau en montagne. Il y a moins de neige. Donc, du coup, l'été, je suis carrément dépendant de cette rivière-là. Donc, régulièrement et de plus en plus, on a des problèmes d'eau à partir du 15 août. Donc, pour faire de tout ce qui est maïs, ça devient très, très, très compliqué. On a des IGP, on a du picodon dans mon secteur, donc c'est une petite tome de chèvre. On a de l'ail sous IGP, on a d'autres labels autour de la noix, autour vraiment de plein d'autres produits, dont la clairette aussi. Mais par contre, tout ça est extrêmement fragile, dû au changement climatique, dû au marché, dû au changement du consommateur qui se désintéresse petit à petit de certaines productions. Et ça nous fait peur aujourd'hui. Moi, honnêtement, j'ai peu de confiance sur de quoi demain sera fait. Avec une pression environnementale extrêmement forte dans notre vallée. Alors, ça peut être d'une partie très intéressante, mais poussé à l'extrême, c'est vraiment trop fort et souvent, quelquefois, on va dire trop bête. Un côté qui peut être très maladroit et fou. Dans les demandes, donc du zéro irrigation et d'autres choses. Donc je ne sais pas de quoi demain sera fait. Bon, on est arrivé au terme de cette émission. Bon, Célia, félicitations pour ce beau produit que vous faites. Merci. Et puis cet équilibre économique que vous avez su créer. Bon, félicitations à vous aussi, les gars. Hein. Merci. Et on compte bien déguster de l'ail. Merci Jean-Paul pour nous donner l'occasion de parler. Bon, et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci.